Bonjour, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission Ouest France vous répond. Alors aujourd'hui, nous allons parler sport, activité physique et surtout de la nécessité de bouger pour garder la forme au quotidien. Pourquoi? Eh bien, parce que nous autres Français, nous sommes beaucoup trop sédentaires, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont, des études scientifiques et ça devient au final, une véritable problématique de santé publique. Alors pour en parler à nos côtés, l'un des médecins les plus connus de France, il est à distance à Paris, je l'espère, déjà dans les starting blocks. Bonjour Michel Simès. Bonjour, je suis dans les starting blocks. Bon, très bien. Alors j'espère que justement vous êtes en forme olympique parce que nos lecteurs et nous autres, nous avons beaucoup de questions à vous poser. Alors déjà, si vous êtes à nos côtés, Michel, hein, c'est parce que vous êtes médecin, ça tout le monde le sait. Vous êtes aussi sportif et à ce titre, hein, à ce double titre, Tony Estanguet, le grand patron de Paris 2024, vous a demandé d'être ambassadeur santé des JO. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quoi consiste ce rôle d'ambassadeur santé? Alors c'est un rôle pré d'abord c'est un ambassadeur santé, c'est toujours un petit peu prestigieux, mais c'est surtout que Tony, quand Paris a candidaté pour, faire les Jeux, m'avait demandé de les aider à intégrer, la nécessité de la lutte contre la sédentarité et pour l'activité physique, dans l'acte de candidature de Paris 2024. Quand on a obtenu les Jeux, il m'a dit: «Bon, maintenant qu'on les a, il va falloir concrétiser tout ce qu'on a dit», et donc moi, je suis la vitrine, un collectif qu'on a monté pour ça, qui est le consultant, du COJO, du comité olympique, qui s'appelle Pour une France en forme, qui regroupe les plus grands spécialistes du sport santé en France, et le président, c'est quelqu'un de chez vous puisqu'il est de Rennes, hein, c'est le professeur François, Carré, et voilà, et nous sommes le consultant donc du COJO. Je suis aussi au conseil d'administration des Jeux Olympiques. Une occasion pour moi de vous dire que tout va bien et qu'il faut qu'on arrête de voir le mauvais côté des choses, et que voilà, tout se prépare parfaitement bien. Et donc mon rôle, eh ben, c'est d'être la vitrine de ce collectif et de faire passer les messages pour dire aux Français: il faut se bouger, il faut bouger plus, il faut arrêter de rester, de passer. Vous savez, les Français qui travaillent passent plus de 12 heures par jour assis, pour ceux qui bossent avec un ordinateur. Donc voilà, exactement, et on aurait dû faire ça debout. D'ailleurs, j'ai un bureau, si je le lève, je peux me mettre debout, et je vais le faire, tiens. Voilà, je vais vous montrer, voilà, j'ai un bureau qui se lève, et donc, vous voyez, comme ça, vous verrez bien Paris Saint-Germain derrière, et je suis désolé pour les supporters rennais qui étaient au parc hier. Voilà, vous voyez, et je me lève, et je vous parle debout. Je vais monter un peu pour que vous me voyez. Et je vais faire cette interview debout. Voilà, aussi simple que ça. Eh bien, très bien. Alors si vous êtes aussi à nos côtés, hein, Michel, aujourd'hui, c'est, parce que vous avez, aussi tiré la sonnette d'alarme, au travers d'une tribune que nous avons publiée, à l'intérieur de nos colonnes de Ouest France le 14 mars dernier, que vous avez co-signée, avec vos collègues, hein, de ce collectif, pour une France en forme. Vous l'évoquiez à l'instant. Moi, j'en ai retenu 2 choses de cette tribune, hein. La première, c'est, que la France, qui ne se bouge pas assez, prépare au final ses enfants à avoir des infarctus dès 30 ans et puis, que côté, adulte, bah, la situation est tout aussi, catastrophique. C'est donc un cri d'alarme là, au final, que vous poussez, au travers de nos colonnes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour f bouger les choses justement? D'abord, il faut faire prendre conscience de l'état des lieux. La situation en France est très mauvaise. On est en train de préparer une génération qui fera des infarctus à 30 ans. On a des enfants qui ont des diabètes de type 2, qui est un diabète que, quand je faisais mes études, on appelait ça le diabète gras, le diabète, de la maturité. Autrement dit, il touchait, les personnes de plus de 50 ans, les hommes de plus de 50 ans qui avaient un peu de ventre. Et aujourd'hui, on trouve ça chez les enfants. François Carré dit jeunesse sédentaire, vieillesse grabataire. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris, l'état des lieux est très mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est ce qu'on fait depuis 5 ou 6 ans. On fait passer les messages. On a besoin de convaincre les gens qu'il faut bouger. C'est de la médecine. On ne va pas, en claquant des doigts, modifier complètement le comportement des Français, mais on a déjà réussi à faire rentrer dans la tête des Français qu'il faut se mettre à bouger, que c'est indispensable, et que c'est
un médicament universel. Et après, eh ben, peut-être avant les Jeux, pendant les Jeux, peut-être après les Jeux, ben, les Français vont se dire: «Ah bah oui, c'est vrai, quand on a entendu ça, il faut qu'on s'y mette». Alors, beh, écoutez, après ce 1er décryptage, hein, et ce décor, planté, Michel, on va commencer ce petit, jeu de ping-pong, hein, comme les frères Lebrun, entre les questions, de nos lecteurs et vos petits conseils. Alors, on va commencer par cette question de Catherine qui nous demande: «Est-ce que c'est préférable de faire un bilan, médical, un bilan de santé avant de reprendre une activité, après 50 ans?» Théoriquement, oui, théoriquement, c'est compliqué parce que, chaque personne, est différente. Il est évident que si, quelqu'un, a fait régulièrement de l'activité physique ou du sport, à 50 ans, tout va bien. Il n'y a pas de raison d'aller faire, tout un bilan général, ou un check-up pour voir si on peut faire du sport. Maintenant, nous, on s'adresse et je pense que la question, touche plutôt des personnes qui n'ont pas fait grand-chose ou pas du tout, bougé Qui reprendraient jusqu'à plutôt. là. Là aussi, ça dépend des ce qu'on appelle les facteurs de risque en médecine. Est-ce que cette personne fume? Est-ce qu'elle a une hygiène de vie compatible avec l'activité physique sans avoir de problème? Est-ce qu'elle a des maladies, qui, peuvent, entraîner des complications lorsqu'elle va se mettre au sport? C'est la personne qui doit pouvoir y répondre. Est-ce qu'on est mieux que tout le monde? Et à ce moment-là, il faut aussi aller poser la question à son médecin traitant. Voilà. On va le voir, on dit: «Voilà, docteur, j'ai bien compris le message, il faut que je me mette à bouger parce que je sais que c'est bon pour moi, j'ai compris tous les messages, des bénéfices de l'activité physique ou du sport. Est-ce que je peux y aller sans danger?» Le médecin a votre dossier, il vous connaît par cœur, il va vous dire: «Vous pouvez y aller, je prends la tension, je regarde votre cœur, vous respirez bien, vous n'avez pas de problème particulier, allez-y, vous avez le feu vert. J'ai un petit doute, je vais vous envoyer chez le cardiologue, plutôt chez un cardiologue qui va faire des épreuves d'effort, et à ce moment-là, on vous fait faire une épreuve d'effort qui consiste à rouler sur un vélo ou à courir sur un tapis pour vérifier que votre cœur peut supporter un effort supplémentaire quand vous faites de l'activité physique. Mais c'est pas systématique, c'est plus prudent de le faire, surtout si, vous n'avez jamais rien fait de votre vie. Très bien, merci pour cette, 1re réponse. Alors une autre question, hein, ce sont 2 questions, hein, que qu'on a liées. C'est Gérard et Yves qui nous les ont envoyées. Ils ont respectivement, 80 et 88 ans. On est donc là sur une population plus âgée. Ils nous demandent, hein, tout simplement vers quelles activités physiques, se tourner. Ils évoquent d'eux-mêmes, hein, la piscine, la gymnastique, la marche, sont des pratiques plutôt douces et qu'on peut imaginer plutôt adaptées à ce genre de population? Alors déjà, ça me donne l'occasion de dire qu'il n'y a pas d'âge, auquel on ne peut pas commencer. Voilà. Quel que soit l'âge auquel on va commencer l'activité physique ou le sport, on gagnera. On gagnera pour tout un tas de choses que je vais vous décrire, mais on va gagner en espérance de vie et surtout en espérance de vie, en bonne santé parce que c'est quand même l'intérêt. Heu, Qu'est-ce qui se passe quand le corps vieillit? On perd, à partir de 30 ou 40 ans, on perd 1 de masse musculaire, je crois, il me semble que c'est toutes les décennies, je crois. Mais en tout cas, on perd de la masse musculaire. C'est physiologique. Mmh. Notre os, devient plus fragile, c'est l'ostéoporose. On a des artères qui durcissent un peu, donc le sang, circule moins bien. On a les articulations, qui s'enraidissent. Là aussi, c'est la physiologie. On peut avoir de l'arthrose ou pas d'arthrose, mais on a tout qui est moins souple. Donc il faut adapter son activité physique ou au sport à son organisme. Les bienfaits sont extraordinairement, positifs puisque on va ralentir la perte musculaire, on va renforcer ses os, donc on va moins risquer d'avoir, des fractures. On va accélérer et augmenter, la vitesse de circulation du sang, y compris dans le cerveau, ce qui explique que le sport permet de retarder, l'apparition des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson d'après les études. Alors quel sport pratiquer? Il faut être logique et il faut être raisonnable. Il est bien évident qu'à 88 ans, on ne va pas aller se mettre à faire, des marathons, bien que certains, le fassent, mais enfin ils sont entraînés. Il faut ménager tout ce qui va un petit peu moins bien dans le corps, à commencer par les articulations. C'est pour ça que tous les sports doux, les sports portés sont très bien. Porter, c'est la natation effectivement.
parce Mmh. qu'on n'a pas de contact, direct, évidemment, avec le sol et qu'on se fait pas mal aux articulations. Le yoga, c'est une méthode douce. La marche nordique est extraordinaire pour ça, parce que vous y allez alors avec des bâtons. Il faut quand même que quelqu'un vous explique comment vous servir des bâtons et comment le faire, de façon raisonnable. Mais, heu, tout ce qui paraît logique par rapport à votre condition physique, et je répète encore une fois, quel que soit votre âge, sera bénéfique. Très bien, alors on va, faire un petit peu le grand écart, en termes d'âge avec une question de Prosper. Il nous l'a envoyé, en vidéo. On l'écoute ensemble Michel et puis vous répondez à sa question par la suite. Bonjour, c'est Prosper. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que quand on est enfant, il faut pas trop faire d'endurance? Alors, il faut poser la question autrement. Par définition, un enfant est endurant. Quand vous voyez les gamins qui, toute la journée, vont courir à droite, à gauche, ils vous fatiguent, même vous, parents. On n'a pas de problème, d'endurance. Malheureusement, on a constaté, en quelques décennies, que les enfants avaient perdu un quart de leur capacité, cardio-respiratoire. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont mettre un quart de temps en plus pour faire un tour de circuit si on leur demande de courir. Euh, le cardio-respiratoire, c'est lié à l'endurance. Le travail du cœur, le travail des poumons, c'est ce qu'on appelle l'endurance. Mais ça touche les enfants parce qu'ils deviennent trop sédentaires et trop inactifs. Mais un enfant qui fait du sport peut faire de l'endurance sans aucun problème. On ne peut pas demander, moi j'ai un gamin qui joue au foot, si à aucun moment il ne travaille l'endurance, il va pas pouvoir jouer pendant toute la durée du match. Donc ça, c'est aux entraîneurs, aux éducateurs d'encadrer les enfants pour leur faire de l'endurance comme on peut le faire chez les adultes, avec une adaptation. Et c'est toujours pareil en ce qui concerne l'activité physique et le sport. On s'adapte à l'âge, on s'adapte au sport pratiqué et on s'adapte aux conditions physiques de cet enfant. Très bien. Alors, petite question justement, toujours, en lien avec, les jeunes, hein, on l'a vu en préambule, hein, nous sommes, trop sédentaires et Christine nous demande, hein, un conseil, vous demande un conseil, hein, Michel, pour faire bouger son ado, qui ne veut pas faire de sport. Alors encore une fois, hein, attention, hein, c'est l'un de vos mantras, Michel, il ne s'agit pas uniquement d'une pratique sportive en club. On n'est pas obligé de faire, du badminton pour bouger. Bah, alors, est-ce que vous auriez, en tant que médecin et peut-être aussi en tant que papa, deux, trois petites astuces pour stimuler l'activité physique chez un ado qui pourrait être un peu trop scotché devant ses écrans, par exemple? Alors moi, j'ai de la chance parce que comme je fais partie d'une famille très sportive, j'ai pas eu de problème pour expliquer à mes enfants l'importance du sport. Maintenant, il y a l'activité physique et le sport, et puis il y a la sédentarité. La sédentarité, c'est le nombre d'heures que l'on passe assis tous les jours en dehors des moments où on va se coucher, par exemple. Et le drame chez les adolescents aujourd'hui, c'est ça. Hein, vous les mettez dans un canapé, ils prennent la forme du canapé à force de jouer avec leurs écrans. Et c'est ça qu'il faut essayer de contrer parce que ça, c'est catastrophique pour leur santé. Je vis pas dans le monde des bisounours, vous avez beau leur expliquer ça, ils en ont rien à faire. Voilà, vous leur dites, «C'est pas bon les écrans, tu bouges pas, c'est pas bien, ça marchera pas». Alors, moi j'ai un ami médecin qui a dit, au lieu de se battre avec ses enfants et de se battre contre leur utilisation des écrans, il leur a dit: «OK, pas de souci. Tu veux faire des écrans? Fais des écrans, mais debout. Voilà. Tu vas faire des écrans, tu fais ce que tu veux, mais je veux que ce soit tout le temps debout». Il en fait Tout beaucoup moins simplement. aujourd'hui. D'accord. Donc c'est déjà un bon début. Bon, très bien. On a une question, d'Alain, Michel, là, elle est celle-ci: «Quel sport préconisez-vous pour une personne, de 60 ans à mobilité réduite qui n'est pour autant pas en fauteuil?» Bernadette, de son côté, hein, nous a aussi interrogés sur la pratique du sport, quand on est atteint de neuropathie. Avant de répondre, on peut déjà tout simplement réaffirmer, hein, que le sport, est plein de bienfaits, y compris pour, les personnes souffrant d'un handicap, hein, il n'y a pas d'incompatibilité. Y compris et surtout,
Il est évident que les gens qui sont en situation de handicap, les choses sont plus compliquées pour elles parce qu'il y a, en dehors de ceux qui vont faire, participer à Paris 2024 et aux Jeux paralympiques, les personnes en fauteuil qui sont, assises toute la journée, qui risquent d'avoir des escarres, qui risquent d'avoir, des problèmes, musculaires, en restant assis toute la journée. Ces gens-là, ont besoin de bouger. Ils ont besoin de bouger, s'appuyer sur les accoudoirs ou sur les roues pour se lever, pour faire travailler le haut du corps, etc. Alors évidemment, là aussi, tout dépend du type de handicap, hein. On peut pas standardiser les conseils. Ouais. Les seules choses qu'on peut dire, c'est qu'il est essentiel que ces personnes en situation de handicap bougent euh, comme elles peuvent, de façon adaptée, et ce mot est très important, parce que là, il faut, en général, ces personnes ont des médecins qui sont spécialisés dans la rééducation, la réadaptation, qui sont aussi, qui peuvent être spécialisés dans les maisons sport santé, par exemple, dans l'activité physique adaptée, l'APA qui concerne les personnes touchées par les maladies chroniques, mais qui peut concerner également les personnes en situation de handicap. On doit adapter l'activité physique et le sport au type de handicap. Mais il est essentiel parce que les personnes en situation de handicap, elles ont aussi un cerveau. Et ce cerveau qui profite tellement de l'activité physique et du sport chez les personnes qui ont la chance de ne pas avoir un handicap, eh ben, ce cerveau, il a besoin aussi de bien-être, il a besoin d'estime de soi et il a besoin de cette activité physique. Donc, il faut l'adapter évidemment, mais c'est essentiel. Très bien, merci Michel. Nouvelle question d'Adrien, elle est en vidéo. Même chose, on l'écoute ensemble et vous y répondez ensuite. Bonjour, c'est Adrien. J'aimerais poser une question. Est-ce que l'absorption de la vitamine C booste la performance athlétique? On n'a pas besoin de compléments alimentaires, quels qu'ils soient, ou de vitamines, ou de je ne sais quoi, pour avoir une activité physique normale. Alors, il est bien évident que les sportifs de haut niveau ou ceux qui vont se présenter aux Jeux Olympiques ont probablement un régime alimentaire précis avec des diététiciennes ou des nutritionnistes qui leur expliquent ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, etc., pour participer, pour avoir une médaille. Pour les personnes qui font de l'activité physique ou du sport régulièrement, de façon en étant des amateurs, il suffit de manger des fruits régulièrement pour avoir la vitamine C, si c'est ça qui vous intéresse, de façon régulière et équilibrée. On a besoin de prendre des compléments alimentaires, surtout que l'organisme en général se débarrasse de tout ce dont il a besoin. La vitamine C en excès va être éliminée de toute façon. Quand on prend la vitamine C en excès, on peut avoir d'autres problèmes de santé, notamment si on pratique beaucoup le sport, parce qu'il peut y avoir une sorte d'oxydation. Donc, manger des fruits, manger des légumes, et ça suffit. Très bien. Alors une question là de Corentin maintenant, elle va parler à pas mal de nos, internautes qui nous suivent. Combien de pas doit-on faire, par jour au minimum? On parle souvent d'un minimum de 10 000 pas par jour. Est-ce que cet objectif est étayé scientifiquement? Non, alors ça, c'est ce truc de 10 000 pas par jour, moi, ça me fait bien rigoler parce que en fait, tout est parti d'un Japonais qui, pour des raisons, marketing, commerciales, il y a, je sais pas, il y a 30 ou 40 ans de ça, avait publié un papier parce qu'il avait sorti un pedomètre en disant: «Il faut faire 10 000 pas». Alors je crois que c'est la traduction japonais, mais tout ça n'a strictement un intérêt, médical. Ce qu'il faut faire, c'est 6 000 pas par jour. Et c'est déjà pas mal. Faites 6 000 pas par jour. Vous regardez sur votre smartphone. En général, vous avez une application qui vous permet de savoir combien de pas vous avez fait. D'abord, le fait de regarder, c'est assez motivant. Ah tiens, j'ai pas fait mes 6 000 pas aujourd'hui, donc je vais continuer à tourner un peu autour du pâté de maison. Je vais descendre à pied, etc., au lieu de prendre l'ascenseur. Et si vous faites vos 6 000 pas par jour, je vous assure, si vous ne faites rien, que vous n'avez pas tendance à faire du sport, c'est déjà pas mal. 10 000 pas, il faut vraiment marcher beaucoup. Et quand vous lisez, j'espère qu'à Ouest France, ce n'est pas le cas, que l'Organisation mondiale de la santé recommande 10 000 pas par jour, il faudrait que les journalistes qui écrivent ce genre de choses aillent
sur le site de l'Organisation mondiale de la santé pour voir où il est écrit qu'il faut marcher 10 000 pas par jour. C'est écrit nulle part. Voilà. Donc on lit ça, on revoit ça un petit peu partout, mais c'est faux. On tord le cou à ces 10 000 pas, 6 000 suffit, c'est un peu le message que vous nous donnez. Voilà. Alors, vous évoquiez à l'instant hein, les smartphones. Beaucoup d'entre nous en ont, bien évidemment, quasiment tout le monde aujourd'hui, mais également des montres connectées. Alors, quand on pratique une activité, souvent, on la regarde, elle nous renvoie énormément de données, les temps de récupération préconisés, les calories perdues, beaucoup de choses. Quel rapport il faut avoir avec cet objet connecté là qui touche à notre santé? Quelle distance, quelle analyse on peut en faire? Alors, tout dépend de ce que vous recherchez. Moi, je n'ai pas de montre connectée. Je fais du sport, j'en fais beaucoup, et j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir 25 000 informations concernant Mmh. mon organisme. La seule chose que je fais, c'est que j'ai une ceinture Cardio? cardiaque, voilà, un cardio, parce que quand je fais du vélo, j'aime bien savoir si je suis dans le rouge, s'il faut que je ralentisse, parce que sinon je vais être obligé de m'arrêter. Donc, le contrôle du rythme cardiaque, que ce soit par une montre connectée, à condition qu'elle soit fiable, ou que ce soit par autre chose, ça c'est bien. On apprend à se connaître, on voit la fourchette dans laquelle on peut monter dans les tours, on voit ce qu'il ne faut pas dépasser. Surtout si vous avez fait une épreuve d'effort, vous demandez au médecin de vous dire quelle est la fréquence cardiaque maximale à pas dépasser, parce que sinon vous êtes en dette d'oxygène et vous avez un coup de barre si vous faites du vélo ou de la course, et là vous êtes obligé de ralentir. Mais les montres connectées, la seule réticence que j'ai, c'est que ça peut devenir obsessionnel. Si vous voulez faire un marathon ou que vous voulez vraiment faire vous avez des défis sportifs importants, que vous puissiez vous surveiller un petit peu grâce à la montre, savoir quel entraînement vous avez fait, combien vous avez couru, quel rythme cardiaque vous aviez en moyenne, combien vous avez perdu ou pas de calories, éventuellement. Mais moi, je vois des gens qui sont le nez sur leur truc, sur leur montre en permanence pour savoir en détail tout ce qui s'est passé dans leur séance de sport. Moi, je trouve que quand on fait du sport, il faut aussi se lâcher un petit peu, se laisser aller. Quand on court, regarder un peu autour de soi et pas sans arrêt être en train de regarder sa montre pour voir si on est dans les temps. Une façon de déconnecter complètement aussi. Une question de Mirlinda, désormais, Michel, et elle nous l'a envoyée en vidéo. On l'écoute. Bonjour, moi j'ai une petite question. Est-ce que s'engager pleinement dans une activité sportive pendant 3 semaines conditionnerait notre corps à réclamer ce sport? 3 semaines, c'est un peu court. Alors, c'est encore une fois, pardon, je me répète un petit peu, mais tout va dépendre de ce que vous faites, avant ces 3 semaines. Est-ce que vous êtes très sportif? Est-ce que vous allez consacrer ces 3 semaines uniquement à ça parce que vous avez besoin? Je vais vous dire, moi, il m'arrive de faire de me donner des petits défis, sportifs. Par exemple, j'ai fait à 2 reprises, 700 ou 800 kilomètres à vélo tout seul pour, descendre de Paris jusque dans le sud de la France, ou j'étais parti de Royan pour aller à Biarritz, et évidemment que j'avais besoin de m'entraîner avant, pour pouvoir faire ces 700 kilomètres. Mais j'ai fait ça pendant une semaine, et c'est sûr que à force de m'entraîner, comme je voulais réussir ce petit défi, à force de m'entraîner, je me disais: «Il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne», et c'était devenu une sorte de besoin que j'avais, un besoin mental, psychologique, parce que j'avais peur, en le faisant pas, de pas être capable de faire ces 700 kilomètres. Donc, Ouais. au bout de 3 semaines, 3 semaines d'activité intense, vous pouvez ressentir ce besoin de ne pas vous arrêter, mais vous n'allez pas devenir bigorexique, c'est-à-dire, addict au sport. Oui. Très bien. Est-ce que faire du sport tous les jours est une bonne chose? C'est une question d'Adrien. Ça pose en creux la question du repos, élément important dans le sport. Non, mais c'est pas que c'est bon c'est quand on recommande, vous savez, les recommandations pour l'activité physique, là, c'est vraiment l'Organisation mondiale de la santé qui le recommande, c'est 30 minutes d'activité physique quotidienne pour les adultes et 1 heure pour les enfants et les adolescents. On dit bien
quotidienne. C'est ça le plus important. C'est tous les jours qu'il faut faire son activité physique parce que, alors, attention, si je parle d'activité physique, je parle pas de sport, c'est pas toujours évident de mettre 30 minutes d'activité de vrai sport dans sa journée, mais il faut se bouger tous les jours. On prend un exemple, là aussi, je cite mon ami François Carré qui dit mais si vous n'avez pas le temps de vous brosser les dents dans la semaine, vous n'allez pas vous brosser 7 fois le dimanche. Hein, vous allez, il faut c'est le fait de faire ça tous les jours qui fait que votre organisme va bénéficier de cette activité. La régularité. Voilà. Très bien. Autre question de Sylvain. Quels sont les risques à éviter si l'on décide de reprendre le sport à 50 ans? 50 ans, c'est revenu souvent dans nos questions, âge charnière. Alors, les risques, c'est ce que je vous ai dit lors de la première question et la première réponse, c'est-à-dire que tout va dépendre de la personne qui, elle, doit se connaître. Si à 50 ans, vous êtes en forme et que vous ne fumez pas, que vous avez une hygiène de vie raisonnable, que vous n'avez pas de surpoids, que vous n'avez pas de diabète, que vous n'avez pas et le diabète n'est pas une contre-indication à la pratique du sport, bien évidemment, mais que vous avez une vie qui est plutôt bien réglée, avec une santé qui n'est pas défaillante, à 50 ans, c'est pas la mort, hein, 50 ans. Vous pouvez faire du sport sans aucun problème. Je vous dis, la question, elle est plutôt de. Il y a beaucoup de gens qui, à partir de 50 ans, s'inquiètent à l'idée de reprendre le sport. Le sport, quand on le reprend, l'idée, elle n'est pas de s'inquiéter. Au contraire, l'idée, elle est de se sentir bien. Donc, si vous avez la moindre inquiétude, vous vous posez des questions, qu'autour de vous, on vous dit, t'es malade, à 50 ans, tu vas te mettre à faire du sport, mais t'es fou, je connais quelqu'un, parce qu'on connaît toujours des gens qui sont morts en faisant du sport. Hein. Je Oui. connais quelqu'un, il a repris le sport à 50 ans, il a fait un arrêt cardiaque, on n'a pas pu le récupérer, etc. Si vous commencez à vous angoisser avec ça, vous allez voir tranquillement votre médecin traitant. Vous lui dites, voilà, je voudrais reprendre le sport. Lui, encore une fois, va vous examiner, prendre votre tension, votre rythme cardiaque, va discuter avec vous en fonction de vos antécédents et de votre état de santé, et vous donnera le feu vert pour y aller, ou vous dira, tiens, va faire une petite épreuve d'effort, comme ça, ce sera rassurant. Mais il faut que vous soyez, quand vous commencez le sport, surtout à 50 ans ou après, il faut que vous soyez tranquille dans votre tête. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez accélérer, vous allez sentir votre cœur augmenter de rythme, parce que c'est le principe hein, quand on fait du sport, vous allez vous dire, oh là là, pourvu que je fasse pas un arrêt cardiaque. Donc, détendez-vous, prenez toutes les précautions, et une fois que vous serez tranquille, vous allez courir. On y va tranquille. Question de Sandrine. Maintenant, elle nous l'a elle aussi envoyé en vidéo. On l'écoute. Salut, je prépare un semi-marathon dans quelques semaines. Quel conseil nutritionnel aviez-vous à me conseiller avant, pendant et après la course? Merci. Alors une bonne raclette ou une tartiflette juste avant de partir, moi, je crois que c'est le minimum parce que comme ça vous n'aurez plus faim et puis surtout vous ferez pas le semi-marathon, vous arrêterez au bout de 3 On, bords. on évite les ravitaillements. Non, non, là il faut alors il faut être logique. Il est bien évident que avant une compétition, parce que c'en est une, il faut essayer de prendre des conseils nutritionnels pour recharger son organisme pour que le jour du semi-marathon, il soit à même de vous accompagner. Donc, il faut de l'énergie. Donc, sur les jours qui précèdent, on conseille surtout de prendre des sucres lents et encore plus pour le dernier repas, des pâtes, etc. Éviter tout ce qui est trop gras ou trop lourd, ça paraît là aussi évident. Vous hydrater, c'est essentiel. Et puis sachez qu'il est probable que le matin, c'est idiot, mais quand vous partez pour un semi ou pour un marathon, euh, vous dormez pas très bien la veille. Le matin, vous êtes stressé parce que c'est un stress. Parce que moi, j'ai fait des marathons de Paris et je peux vous dire que le matin, j'avais pas avalé grand-chose alors que je savais qu'il fallait quand même que je me recharge un petit peu parce que vous êtes au milieu de milliers de personnes, que vous vous dites c'est quand même un effort. Je vais faire un semi. Il faut que si c'est le premier, vous êtes stressé. Si c'est le 10e, vous vous demandez si vous allez battre votre record et vous savez que vous risquez de souffrir. Donc tous ces moments-là font que vous êtes
pas très bien, que vous digérez pas très bien, donc ralentissez la quantité. Mais surtout, hydratez-vous. Hydratez-vous et ça veut dire arrêtez-vous au ravitaillement quand vous allez faire le semi ou le marathon. Il faut vous arrêter, prendre un petit peu de sucre, des fruits secs, vous en mettez dans votre poche en courant et vous buvez. Parce que quand on court, on transpire, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'il fait pas forcément chaud, mais qu'on transpire quand même. Hydratez-vous. Si vous ne vous hydratez pas assez, vous réduisez votre capacité à avancer, à aller au bout du défi. Très bien, une question de Carole désormais qui nous demande quel conseil donneriez-vous à quelqu'un de diabétique pardon, qui veut pratiquer un sport. On a aussi eu des questions autour de l'asthme, diabète, asthme, ce sont des maladies assez fréquentes. Elles ne sont pas forcément incompatibles avec la pratique d'activité physique, hein. Elles sont pas incompatibles, mais elles sont encore plus recommandées. Je vous parlais tout à l'heure de l'activité physique adaptée, l'APA. Les gens qui sont asthmatiques, qui sont diabétiques, peuvent avoir besoin d'un accompagnement personnalisé avec des personnes qui vont leur dire voilà ce que vous pouvez faire, voilà comment vous pouvez le faire. Mais surtout, que ce soit pour le diabète ou pour l'asthme, le maître mot, c'est l'équilibre. Il faut que ces personnes soient équilibrées concernant leur maladie. Un diabète, ça s'équilibre. Un asthme, ça s'équilibre. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le diabète, on sait que la pratique de l'activité physique et du sport vont permettre d'aider à cet équilibre de la glycémie, du taux de sucre dans le sang. Les personnes qui sont diabétiques et qui font du sport réduisent la quantité de médicaments à prendre et vont avoir une glycémie, ce taux de sucre dans le sang, qui va être beaucoup plus stable que les personnes qui sont sédentaires ou inactives. Donc, au contraire, le diabète, il faut pratiquer une activité physique. L'asthme, pendant des années, on a dit aux gens qui étaient asthmatiques ou aux enfants: «Oh là là, il vaudrait mieux qu'ils fassent pas de sport parce que comme il va avoir une accélération de la respiration, ça risque de déclencher des crises». C'est faux. Il faut équilibrer son asthme. Les asthmatiques savent très bien se traiter, ils ont des médicaments, pour ça et à partir du moment où l'asthme est complètement équilibré, il n'y a aucune contre-indication à la pratique du sport. Évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle l'asthme d'effort. Il y a des personnes qui sont plus sensibles et qui risquent de faire des crises lors de cette, particularité, de l'asthme. Là, c'est le pneumologue et le médecin traitant qui doivent expliquer ce qu'on peut faire. Il vaut mieux, quand on est asthmatique, éviter les périodes de forte pollution, les périodes où il y a beaucoup de pollen, dans l'air, et cetera. Mais ça aussi, c'est de la logique, c'est valable presque pour tout le monde, peut-être encore plus pour les asthmatiques. On demande l'avis du médecin. Alors, autre question, Michel, attention, elle est pointue. On associe souvent les bienfaits de l'activité physique à la production d'endorphines. Y a-t-il des activités qui en stimulent davantage la production que d'autres? Non, il n'y a pas d'activité qui stimule plus la production que d'autres. C'est, l'endorphine, c'est un équivalent de la morphine, mais sécrété naturellement par le cerveau. C'est ce qui nous fait nous sentir bien, quand on fait un effort, mais c'est aussi, les endorphines, elles sont aussi sécrétées, lors d'un acte sexuel et cetera. Donc, c'est on dit qu'à partir de 30 à 45 minutes d'effort, on commence à avoir une petite sécrétion d'endorphines. Mais ces endorphines, chez nous, sportifs amateurs, ça nous permet de nous sentir bien, cette sensation de bien-être, cette estime de soi, et cetera, qui est très agréable quand on a fait du sport. Chez les sportifs de haut niveau, c'est un peu ce qui peut conduire aussi à l'addiction, au sport, qui fait que, voilà, ils sont à la recherche de cette sécrétion d'endorphines. Mais ne vous polarisez pas sur les endorphines. L'important, c'est ce que vous ressentez. C'est cette sensation, de bien-être, qui fait que vous allez avoir envie de recommencer cet effort et de recommencer cette activité physique, que ce soit l'endorphine ou autre chose. Très bien, alors une question de Louis. Quelle activité peut soulager l'arthrose du dos? Il nous parle, Louis, de bec de perroquet. Les becs de perroquet, c'est, quand, de l'os se met à pousser, sur une vertèbre et va, entraîner cette formation qui ressemble effectivement à un bec de perroquet qui va limiter les mouvements, et qui peut entraîner, des douleurs. Alors là, c'est pareil, mais que ce soit les becs de perroquet ou de l'arthrose, qui touche, le genou ou la hanche,
il faut essayer de demander d'abord, il faut faire de la kiné. Il faut demander, à un médecin, quel mouvement on peut faire pour détendre cette colonne vertébrale. Vous pouvez vous faire manipuler par des ostéos si vous voulez, mais il faut adapter le sport. On ne doit pas avoir mal en faisant du sport. On peut avoir des courbatures, on peut avoir des problèmes musculaires parce on est allé loin, mais quand on fait du sport, on ne doit pas avoir mal. Si vous faites des mouvements qui vous font mal, c'est que vous les faites mal, ou que vous les faites trop violemment, ou qu'ils ne sont pas adaptés à votre état. C'est vous, encore une fois, c'est vous qui vous connaissez le mieux. Si cette arthrose vertébrale vous empêche de faire certains mouvements, bah, demandez conseil pour pouvoir les faire progressivement après des exercices d'assouplissement. Très bien. Philippe, qui nous demande, comment adapter, la charge à l'effort, l'effort à l'âge. C'est au final, une réponse que vous avez évoquée, tout au long de l'émission. Au final, en fonction de son âge, bien s'écouter et puis parfois réduire La charge, l'intensité. la charge doit être adaptée à votre condition physique. Ne C'est ça un peu le problème parfois, parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire du sport et qui vont aller, en faire avec quelqu'un qui, en fait depuis longtemps, qui est en pleine condition, qui fait de belles performances, et on se dit, «Bon, je vais m'entraîner un peu, puis je vais aller faire, les mêmes efforts, que lui, je vais me mettre la même charge que lui». Non, il faut adapter son corps progressivement. Soyez, pardon, je me répète, mais soyez logique, soyez raisonnable, et c'est progressivement que vous allez pouvoir faire des efforts et augmenter la charge de travail quand vous faites du sport. Vous n'allez pas prendre une voiture neuve et la pousser dans les tours immédiatement, sous peine que votre moteur, il y a un moment, il va se fatiguer. C'est pareil avec le corps. Il faut l'habituer, le réhabituer à faire des efforts, à bouger, et comme ça, progressivement, eh ben, vous pourrez aller plus loin. Mais c'est vous qui vous connaissez. Très bien, alors, Michel, on arrive bientôt au terme de cette émission. Une dernière question, hein, on va vous demander à vous, docteur Simès, si vous deviez prescrire 3 conseils, à celles et ceux, un jeune ou moins jeune, qui voudraient débuter ou reprendre, une activité, physique. 3 conseils parce que encore une fois, il ne s'agit pas, là de s'élancer, pendant la période, des jeux olympiques, mais de l'inscrire dans la durée. Donc, quels seraient vos 3 conseils justement pour, une pratique sportive qui s'inscrive comme ça dans le Si temps je devais et le faire avec humour, je vous dirais 3 mots: bouger, bouger, bouger. Voilà, c'est les 3 conseils. Après, il faut commencer. Une fois, je vais prendre par exemple le cas de personnes qui ne bougent pas, qui sont sédentaires, qui passent un nombre d'heures dingue assis par jour et qui ne font pas les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Commencez par conscientiser ces 30 minutes. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez, vous demander à quel moment, vous avez fait ces 30 minutes. Parce que vous n'allez pas les faire si vous avez le temps, mais vous allez prendre le temps de les faire. Il faut que l'activité physique rentre dans votre hygiène de vie. C'est-à-dire que le matin, en levant, vous vous dites: «À quel moment je vais faire ces 30 minutes?» Je peux faire 2 fois 15. Je vais, je sais pas, descendre une station de métro ou de bus avant la station qui est la plus proche de chez moi ou de mon bureau, et je vais faire le reste en marchant. Les escaliers, eh ben, je vais les prendre. Je sors des transports en commun, plutôt que de prendre l'escalier mécanique, je vais prendre l'escalier dit musculaire, les marches normales. Un ascenseur, escalier, je vais prendre l'escalier. Il faut, au début, c'est un peu chiant parce que on va essayer de penser qu'à ça. Voilà, on va dire: «Ah tiens, là je suis en bas de, je dois monter, qu'est-ce que je fais? Là je vais mar», il faut y penser, et une fois que ces 30 minutes feront partie intégrante de votre vie quotidienne et de votre hygiène de vie, ça deviendra un réflexe. Moi, quand je dois monter à mon bureau, il y a 2 étages, et ben, je me pose plus la question, j'ai l'escalier. Je ne prends plus, l'ascenseur pour monter. Je viens de passer un moment avec vous debout, parce que je me suis dit: «Tiens,
bah, je vais rester debout pendant ces 3/4 d'heure ou cette heure de rendez-vous avec vous. C'est des choses que je conscientise. J'y pense et donc je m'oblige à le faire. Mais je ne vais pas vous donner 3 conseils, je vais vous en donner un seul. Intégrez l'activité physique dans votre hygiène de vie. Le matin, vous vous dites: «À quel moment je vais mettre, ces 30 minutes?» Et alors si vous pouvez faire plus, c'est mieux. Mais à quel moment je vais faire ces 30 minutes? Tous les matins, vous vous posez la question et vous regardez dans votre journée quand vous allez le faire et comment. Voilà, bah, il est temps de clore ce direct. Un grand merci à vous, hein, Michel Simès, d'avoir répondu à toutes ces questions de nos lecteurs. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à intégrer tous ces conseils, hein, prodigués tout au long de cette émission. C'est simple, vous prenez une paire de baskets la plupart du temps, montez un escalier plutôt que l'escalator, ça vient d'être dit. Plein de petits conseils comme ça à reprendre. Et puis voilà, Michel, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure cette émission. Déjà vous remercier, remercier Ouest France d'avoir publié notre tribune, pour une France en forme, parce qu'on en a beaucoup parlé et c'est bien, si nos confrères peuvent aussi se mobiliser, pour, encourager leurs patients, à se bouger et puis à vous, lecteurs de Ouest France, je sais que les Bretons sont très, très sportifs, mais parlez-en autour de vous. Si j'ai pu, réussir à vous convaincre un petit peu pendant ce live, bah, c'est bien, mais parlez-en autour de vous. Soyez vous aussi des ambassadeurs pour l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Merci beaucoup. Très bien, bah, écoutez, bonne fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.